C'est un roman engagé qui montre l'exploitation du petit peuple par la coalition des gens de pouvoir et des gens d'église. Avec ce roman, Laurine Roux nous emmène dans l'Espagne des années 30, dans la vallée de l'Èbre, parmi un milieu de paysans qui cultivent le riz et qui sont assujettis à une famille de nobles qui les exploite, dont le fils Carlos est un type absolument abominable, noble dégénéré, violeur. On va assister dans cet univers-là à l'émancipation d'une jeune fille qui s'appelle Toya, dont les parents Pilar et Juan travaillent donc dans ces rizières. Sa mère est cuisinière au château. Sa mère va connaître une fin tragique et la révolte de Toya va grandir impitoyablement. C'est un roman qui traite bien sûr de la guerre civile espagnole. C'est aussi un roman immensément poétique puisqu'il s'agit également d'une émancipation par l'accès à la lecture et à la poésie, avec l'ombre de García Lorca qui plane sur l'ensemble de ce texte magnifiquement écrit. Cette œuvre m'a marquée parce qu'il s'agit d'un roman qui est extrêmement documenté, mais en aucun cas il ne s'agit d'un roman historique. Il y a vraiment une part de création personnelle tout à fait admirable. L'écriture en est sèche et fiévreuse, les phrases sont courtes et pour autant il y a une impression de densité, d'épaisseur. C'est un roman de la sensualité, c'est un roman extrêmement contemporain aussi qui fait écho aux souffrances du monde actuel. Et puis c'est un roman bien sûr qui résonne avec l'œuvre de Louis Guillou. On sait que l'Espagne était vraiment au cœur de la vie de Louis Guillou, dans son cœur, dans sa vie, dans ses écrits, puisque ses écrits autobiographiques, les carnets, entre autres choses, témoignent de l'attention qu'il a eue pour les réfugiés espagnols qui sont arrivés entre 1937 et 1939 dans les Côtes d'Armor. Louis Guillou s'est battu pour que les conditions de ces réfugiés s'améliorent. On sait qu'à Saint-Brieuc, quand ils ont été accueillis, ils ont été reçus dans une usine désaffectée, dans une situation complètement déplorable, et il a lutté de toutes ses forces pour que dignité soit rendue à ces hommes et ces femmes qui arrivaient fourbus d'Espagne. Page 188. D'abord, Carlos n'y a pas cru. La révolte allait dégonfler comme une baudruche. Les paysans reprendraient le travail. Au bout de 3 jours, les rizières étaient toujours désertes. Il a envoyé les avocats. Les intercesseurs sont revenus la queue entre les jambes. Les paysans formaient désormais un bloc. La marquise s'est alors mise à frémir, à penser au revolver sous son oreiller. Carlos vitupérait. Ces bastardos ne s'en tireraient pas à si bon compte. Le riz, il le ferait pourrir. Et encore, ce serait trop gentil. Un soir qu'il tournait et virait dans le fumoir, il s'est approché de la fenêtre. Le couchant frappait le ciel. Les rouges éclaboussaient le lointain. Une vision l'a soudain empoigné. Un feu, énorme et sans pitié, qui balayerait la récolte, ses minables et leurs rêves mesquins. Il ne resterait rien. Rien qu'une immense étendue de cendres. Carlos a éclaté de rire. Il est descendu au garage, a enfourné les bidons dans le coffre, roulé à toute allure, phares éteints, surexcité. Il a vidé ses barils d'essence autour des greniers, le long des herbes sèches, mouvement de plus en plus frénétique, à la limite de l'hallucination. Puis, il a eu ce geste qui contrastait. Petite impulsion de pas grand-chose, comme on jette un pépin. Très vite, les herbes ont grésillé, le feu a couru sur le sol, léché les planches du bâtiment principal, escaladé les murs. En un clin d'œil, l'édifice s'est tordu. Les flammes ont pénétré à l'intérieur, fait hurler la structure. Carlos s'est rempli de ses géhennes. Ce monstre était le sien. Il déferlait alentour, fouissait la moelle des troncs, de la baise vorace. D'un coup, Carlos a senti son pantalon se tendre. Jamais il n'avait connu pareil plaisir. Et il est resté là, face au brasier, extatique, jusqu'à ce que de petites cloques lui gaufrent le front.
Il est remonté dans sa voiture pour foncer admirer le spectacle depuis le château.